Bonjour Marie. C'est pas pour rien qu'on voit la pleine lune. Tu vas nous expliquer ça parce que ton histoire ce matin amène à parler d'une des créatures les plus mythiques de notre mythologie. Oui, et peu de gens connaissent ces histoires-là, liées notamment au Québec. Ouais. Donc notre histoire d'aujourd'hui débute, c'est un soir de novembre 1989. Ah, ouais. On a un couple, hein, Angèle Le Gagnon loup-garou. et Henri Bruyère. Loup-garou, C'est ouais. un couple de Lac-Bloussy au Québec. Ça se trouve là dans la région de l'Outaouais. Donc ces gens-là, hein, ils sont originaires de cette région-là. Ils reviennent ce soir-là sur une route, une route qui est une route de campagne. Il est à peu près 22 heures. Et comme c'est une route qu'ils connaissent bien, ils ont une espèce d'intérêt plus ou moins soutenu. On connaît bien la route. Ben oui. Et puis soudain, ils voient apparaître, il est à peu près 22 heures, le temps est clair, ils voient apparaître au milieu de la route une créature. Et une créature de cauchemar. Donc pendant un moment, ils se demandent s'ils n'ont pas un peu la berlue, parce que cette créature ressemble effectivement à un homme-loup. Un loup-garou, tel qu'on l'imagine dans les films d'horreur. Hein. Elle est recouverte de poils, d'une fourrure brune. Elle fait à peu près 2 mètres de haut et détail assez étonnant. Elle a comme une espèce de chemise ouverte sur le devant. Donc, le temps de réaliser l'aspect très incongru de la situation, la créature se tourne vers eux, ouvre la gueule et ce qui dévoile des dents, des crocs acérés, comme un loup qui se préparait à sauter sur ses proies. Et donc, à ce moment-là, M. Bruyère a songé à sortir de la voiture. Ça, c'est ce qu'il m'a raconté, parce que moi, avoir été à sa place, j'aurais préféré la sécurité du véhicule que de risquer une confrontation. Mais néanmoins, il décide, il change d'avis parce que sa compagne est effrayée, elle veut rentrer à la maison le plus rapidement possible. Et alors qu'ils sont là à réfléchir sur la situation, cette créature, quelle qu'elle soit, des films là-dessus, hein? d'à peu près 15 mètres, c'est quand même à peu près 50 pieds. Là, la créature fait un bond, saute dans le champ qui jouxte la route et elle disparaît dans l'obscurité. Donc, M. Bruyère va ramener sa compagne à la maison, mais il va revenir à l'endroit de l'observation. Il va placer sa voiture de manière à ce que les phares éclairent le bas côté de la route et le champ en question, mais il ne voit strictement rien. Le lendemain, à la faveur du jour, il retourne sur place, analyse l'endroit, il ne trouve rien non plus. Ce qui n'est pas très surprenant, on est quand même en novembre à ce moment-là, le sol est dur à l'approche de l'hiver, donc il n'y a pas d'empreinte nulle part. Dans les jours qui vont suivre, le couple Gagnon-Bruyère vont parler de leur mésaventure à des gens autour d'eux, mais ils ne rencontrent que du scepticisme. On ne peut pas reprocher aux gens, c'est une histoire assez incroyable. Ils sont convaincus, par exemple. Et à ce moment-là, comme ils sont pour convaincus éviter éventuellement d'être toujours taxés de toutes sortes de railleries, ils vont cesser d'en parler. Et ce qui nous amène à toutes ces histoires de loups-garous. En 1990, la Poste canadienne, Poste Canada, a émis une série de 4 timbres à l'image de créatures qui ont marqué l'histoire des mythes et légendes du Canada. Et parmi les 4 créatures, ils nous exposent la vérité partout. On a déjà parlé ensemble. Il y avait Ogopogo, le monstre lacustre du lac Okanagan en Colombie-Britannique, le Bigfoot, Sasquatch, par ici, et aussi le loup-garou. Et ce qui n'est pas étonnant, parce que le loup-garou joue un rôle important dans les mythes et légendes canadiennes. Le loup-garou, faut-il le rappeler aux gens, c'est une créature polymorphe. Ce sont des gens qui apparemment ont le pouvoir de se changer en animal et principalement en loup. Mais oui, on l'a vu dans les films. La créature a l'aspect d'un loup de grande taille. Il peut se déplacer à 4 pattes ou sur ses pattes. Il y a Hulk aussi, hein? Ils nous ont montré. La créature est à peu près invincible, que pour la trucider, il faut une balle en argent consacrée, principalement d'un crucifix fondu. Et on dit également qu'au Québec, l'exorcisme pourrait fonctionner. Il suffit de prononcer à voix haute le nom du damné à 3 reprises pour que finalement on brise le mauvais sort. Oui, puis ça prend la pleine lune pour réveiller le loup-garou. D'ailleurs, quand on regarde à quel point ces histoires-là ont marqué l'imaginaire, près de l'imaginaire. il y a une colline qui s'appelle le Mont du Loup-garou. Et il y a à peine 150 ans, les gens, les soirs de pleine lune, refusaient de se rendre sur place parce qu'on disait qu'il y avait des cavernes qui étaient occupées, habitées par des loups-garous. On reprochait d'ailleurs à ces loups-garous d'être responsables de la disparition d'enfants dans la région. Il y a une histoire également d'un chasseur, un dénommé Desjardins, qui un soir de pleine lune se rend sur la colline en question pour chasser la bête, et finalement il va disparaître, et les secouristes lancés à sa recherche ne retrouveront que sa carabine et un havre-sac en cuir. Une autre histoire nous raconte également que des bûcherons se seraient rendus sur la colline en question, et pour défier la légende, auraient installé leur campement sous le sommet de la colline.
Malheureusement, le lendemain, l'un d'eux devait être retrouvé mort et mutilé, et l'autre homme, inconscient, a été ramené au village de Sainte-Anne-des-Monts, où il a repris conscience, mais le pauvre homme avait perdu la raison. Il est mort 2 jours plus tard. Donc, on voit à quel point Ah oui, il a perdu la raison parce qu'il a dit la vérité. là marque un peu l'imaginaire et se trouve une niche quelque part dans nos légendes. Mais au-delà de la légende elle-même, il y a plusieurs experts, des scientifiques qui croient que ces légendes de vampires et de loups-garous pourraient être inspirées de véritables pathologies, rarissimes, mais de véritables pathologies. Et les 2 pathologies qui viennent en tête, c'est la porphyrie de Gunther et l'hypertrichose. Dans le cas de la porphyrie de Gunther, c'est un dérèglement des enzymes qui sont responsables de la fabrication des porphyrines dans le sang. Et en surnombre, les gens, dans des cas extrêmes, les gens qui souffrent de cette pathologie vont développer une hypersensibilité à la lumière. Ils ne sortent finalement que la nuit. Les fibres élastiques de la peau vont se déchirer, vont entraîner des crevasses, des plaies très importantes. Et parfois même, les lèvres vont s'atrophier, montrant des gencives saignantes, donc des dents qui se couvrent de sang. Donc, on est proche de certaines histoires de vampires. Et dans le cas de l'hypertrichose, c'est un dérèglement du système pileux du corps humain. Arrête de dire ça. Le corps se recouvre complètement de poils. Les poils dans les visages peuvent atteindre 4 à 5 ça doit être des génétiques sur le corps, presque modifiées. 10 ou 12 cm. C'est répertorié, ça existe. C'est pas Dans des laboratoires en dessous de la au terre. Moyen-Âge ou à la Renaissance, des gens qui souffraient de ces pathologies aient été associés à des gens qui se transformaient en bêtes ou en monstres. Maintenant, la question qu'on doit se poser, si on revient à notre histoire du début... C'est quand même dans l'histoire moderne. C'est 1989. T'es pas dans les contes et les légendes fantastiques, là. Tout à fait. Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce que ces gens-là ont réellement vu un loup-garou? Est-ce que ces gens-là ont vu simplement un plaisantin qui aurait endossé un vêtement, un coton? Ils ont vu une personne génétiquement modifiée avec un animal. C'est ça qu'ils ont vu. Hein, c'est ça, ils font plein d'expériences dans les sous-sols. De loup pour effrayer les automobilistes. Est-ce que ces gens-là ont vu une personne qui souffrait soit de la porphyrie de Gunther ou de l'hypertrichose, mais quand même, quelqu'un qui aurait été atteint de ces maux dans la région du lac Bloussy, ça se serait connu. Mais c'est pas le cas. Et ou bien, est-ce que ces gens-là ont été victimes de leur imagination? Est-ce qu'ils ont confondu un animal, un renard, un loup, peut-être même un daim ou un cerf sur la route, qu'ils ont confondu à un animal mystérieux? Parce que quelque part, il faut quand même le dire, notre imaginaire demeure encore l'antre la plus fertile à tous nos cauchemars. Et donc, voir un loup-garou sur une route déserte la nuit... Ça peut expliquer quelque chose que tu vois qui te fait peur. Toi, tu leur as parlé? Oui, je leur ai parlé, et pour eux, il n'y a aucun doute qu'ils ont bel et bien vu ce qu'ils racontaient. D'ailleurs, je les avais filmés à ce moment-là, et... Monsieur Bruyère, lui, a refusé, il témoigne à visage couvert, en ombre, en contre-jour, pour ne pas révéler son identité. Mais bon, parce qu'il a été tellement victime de colibets, de plaisanteries. Pourtant, ce sont des gens, moi, quand je les ai rencontrés, qui étaient tout à fait équilibrés, pas forcément très éduqués, mais quand même très équilibrés. Pas des gens qui auraient... Ce sont des gens, moi, quand je les ai rencontrés, qui étaient tout à fait équilibrés, pas forcément très éduqués. Pas forcément très éduqués? Ben, garde ça, toi. Même très équilibrés, pas des gens qui ont plaisanteries. Pourtant, ce sont des gens, moi, quand je les ai rencontrés, qui étaient tout à fait équilibrés, pas forcément très éduqués, mais quand même très équilibrés. Pas des gens qui auraient inventé des histoires pour éventuellement se faire un capital de popularité, parce que, encore une fois, ce sont des gens qui ont arrêté d'en parler et ne témoignent maintenant qu'avec beaucoup de réticence. Merci.